Quand j'étais moi-même étudiant, j'ai eu la chance quelque part d'être confrontée à la présence de Beuys, dans le sens en 1986, Beuys est mort. Et je me suis déplacée à Berlin parce que l'événement avait lieu à Berlin. En fait, tous ces étudiants, l'école, parce qu'à ce moment-là, il était directeur de l'Académie de Düsseldorf. Et ces gens, ils se sont tous déplacés à Berlin. Et moi-même, je suis allée à Berlin vraiment à l'instant même. Et que quand j'ai vu ce que cet homme avait transporté devant une école, devant des jeunes étudiants en art, et qu'il avait pu transformer dans je dirais, une société, un esprit autour de qu'est-ce que c'est l'art d'aujourd'hui ou qu'est-ce que c'est d'être artiste, je me suis dit, s'il y a quelque chose qui peut me relier à la démocratie ou à dire qu'est-ce que je peux faire comme citoyen dans le monde, je me suis très vite associée à ce bonhomme, Joseph Beuys, c'est peut-être le premier bonhomme qui m'impressionne, par être engagé, ou aussi par le fait qu'il était directeur d'une école d'art, et que son expression globale était quand même pour dire « Jeder Mensch ist ein Künstler », et qui veut quand même dire « Tout homme est artiste ». Et pour moi, c'était de dire « Mais c'est formidable, un homme qui dit que tout homme est artiste ». Et je crois pour moi, c'est une vérité énorme et qui me conduit encore aujourd'hui dans cette déclaration-là, parce que en fait, de nature même, l'homme est un artiste et il se relie à l'art et il se relie à la nature. Et aussi, même qu'on pourrait dire en 2019 qu'on est là, on est en face de ces crises où tout le monde se questionne sur le climat, l'écologie, mais en fait, Beuys, il avait déjà tout ça mis en place et il avait déjà pris l'engagement de planter des arbres. Et il avait fait appel à tout le monde. Il faut qu'il y ait quelque chose qui va changer. Et on est 86 à 2019. Maintenant, on est réellement dans cette crise, mais elle était déjà là à cette époque-là. Qui fait que pour moi, je dis, on peut peut-être juste accentuer, faire mémoire à lui et en même temps revenir sur la chose qu'il nous a déjà demandé. Et qu'on voit que la jeunesse se met en route, qui se pose des questions. Mais on le posait déjà peut-être il y a 30 ans, les mêmes questions. Mais on n'a peut-être rien fait. Dont l'engagement s'est jamais démenti dans le temps. Il a été, dans les années 70, très contesté. On lui a beaucoup reproché justement de s'intéresser à la politique alors qu'on considérait que les artistes ne devaient pas s'occuper de politique. Et lui, il a justement essayé de montrer que de développer une conception élargie de l'art qui s'intéresse à la société, donc qui va prendre à bras-le-corps des questions qui traversent la société et des enjeux qui traversent la société, et que l'art peut être quelque chose sur lequel on s'appuie pour transformer la société et la changer. Et je trouve que ce qu'il a mis en œuvre, peut-être son travail le plus beau, moi qui me touche le plus, c'est son projet de planter 7000 chênes à la documenta de Cassel au début des années 80. Et je trouve que ça fait un peu une synthèse de son engagement et en même temps de cette idée que l'art peut être ce qu'il appelait le concept de sculpture sociale, c'est-à-dire qu'on peut mettre en œuvre, par une pratique artistique, on peut mettre en œuvre des choses de façon à mobiliser les gens. C'est un projet qui s'est étendu sur à peu près 5 ans. Planter 7000 chênes, ça ne se fait pas en une semaine ou deux. Et donc il a été obligé aussi d'impliquer les institutions locales, d'impliquer les citoyens. Et les gens ont dû aussi prendre la responsabilité de la mise en œuvre de ce projet jusqu'à ce qu'il soit complet, jusqu'à ce qu'on ait réussi à planter ces 7000 chênes. Donc il y avait aussi, au-delà des aspects écologiques, le symbole de planter un arbre. Là, et on sait que l'arbre absorbe beaucoup
beaucoup de CO2 dans les enjeux par rapport au climat, c'est quand même un symbole, biologiquement c'est intéressant. Mais en plus, c'était quelque chose qui s'inscrivait dans la durée. C'est-à-dire que c'est un projet qui a démarré, mais que pour survivre, ce projet avait besoin de la collaboration des gens, des citoyens, des institutions. Et donc par cet acte-là, il a provoqué un changement social par l'engagement, par la responsabilité que les gens devaient prendre face à cette proposition-là. Il a provoqué un changement social. Et je pense que c'est ce qu'on attend de... Voilà, si on réfléchit à la démocratie, une démocratie, c'est pas simplement quelque chose qui est là présente, qui nous tombe dessus, mais c'est quelque chose dont on peut saisir. Et je trouve ce qui est intéressant dans l'approche de Beuys, c'est qu'il montre en fait qu'à travers une pratique artistique, on peut se saisir des enjeux de la démocratie. Nous avons montré aussi l'œuvre d'ici de Beuys et on a voulu peut-être, on va aborder peut-être 4 sortes de thèmes qui ont été multipliés ou démultipliés dans le travail de dessin de Beuys, qui étaient autant les arbres, c'était les corps des femmes enceintes, c'était les corps nus, c'était les animaux, et qui fait qu'on leur a proposé, voilà, c'était l'élément avec lequel vous avez comme sujet d'essayer de vous questionner sur ce sujet. Et en même temps, quelque chose qui était très propre de Beuys, c'est de dire on va utiliser que du papier de récupération, nous n'allons pas consommer et on va travailler avec les moyens de bord et les papiers, les outils, on utilise ce qui est près de nous, à disposition, sans vouloir être dans les sophistiqués et tout ça. Nous allons se débrouiller avec rien. Et comment nous pouvons dessiner, comment on peut arriver à exprimer avec des moyens du bord, à dessiner sur l'espace de dessin. Qui fait que même ça, pour les étudiants, c'était une autre rencontre par rapport à ce qu'ils font pas de ça tous les jours. Justement, pas aller au magasin d'acheter, ils ont essayé de débrouiller avec ce qu'ils avaient et qu'ils ont dessiné en œuvre. Dans la réflexion qu'a menée Beuys autour de la démocratie, il y a évidemment la question de la liberté qui est importante. Et pour des artistes, la question de la liberté, c'est au cœur du travail. Et donc c'est aussi, en faisant cette proposition, c'est aussi amener les étudiants à prendre conscience de, voilà, quand je dessine, quand je choisis un support, quand je choisis un outil, quand je choisis de produire certains gestes pour dessiner, quelle liberté je m'accorde. Est-ce que je suis dans des images, est-ce que je suis dans des idées préconçues, ou alors je me donne plus d'espace, plus de liberté pour aborder le dessin. Donc c'est une façon de donner une cohérence par rapport à des éléments centraux dans la pensée de José Beuys autour de la liberté et de la démocratie. Comment ça fait résonance dans le processus créatif même, quand on est confronté à, voilà, je dois élaborer un dessin. Si je le fais avec des présupposés, des préjugés, je vais obtenir quelque chose qui n'est pas de l'ordre du dessin. Je vais obtenir autre chose, une image morte, quelque chose qui n'est pas vivant. Et c'était intéressant de voir justement comment on pouvait les amener à réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on peut amener de vivant dans un dessin en s'appuyant sur le travail artistique de Beuys et ce qu'il a développé comme réflexion.
Wir haben ja bekanntlich überall in der Welt das Problem der Kunsterziehung. Also instinktiv weiß jeder Mensch, dass ein Mensch nicht lebensfähig ist ohne Kunst. Dass also ein Mensch ohne eine künstlerische Erziehung wahrscheinlich verdorren würde, dass er in 2000 Jahren ohne Kunst wahrscheinlich kein Gehirn mehr haben würde. Hier wird doch ein Gewicht gelegt auf eine Kunst als einer, sagen wir, Verlebendigung des Menschen direkt aus einem Raum heraus, den wir noch nicht kennen, der aber versucht wird von mir zu bezeichnen als das, was ich Gegenraum nenne. Dass ich einfach die Frage stelle nach der ganzen Existenz des Menschen. Wie kommt ein Mensch in die Welt? Von welchen Kräften wird er ernährt? Was ist die Aufgabe der Kunst insofern, als sie, wie Goethe sagt, und ich neige mich vor diesem Satz von Goethe, ich akzeptiere ihn völlig, dass Goethe sagt, die Kunst bedient sich zweier Welten. Sie ist eine Technik innerhalb zweier Welten. Sie hat sich auseinanderzusetzen mit der Stoffeswelt und mit der Welt, die außerhalb der Stoffeswelt ist, also mit der eigentlich geistigen Welt. Das ist die Problematik der Kunst. Durch die Kunst wird in den Menschen etwas hineingetragen, was ihn überhaupt lebensfähig macht, für die physische Seite des Lebens. Was ihn stark macht, auch dann, wenn er später sich entscheidet, ein Physiker zu werden, also ganz gezwungen ist, rationalistisch zu denken. So wird er besser rationalistisch denken können, wenn er sich mit Kunst ernährt hat. Hier wird Kunst von mir sozusagen versucht darzustellen als eine regelrechte Nährsubstanz für den Menschen, die er einfach braucht, für alle seine Tätigkeit. Und dafür sozusagen Modelle zu erarbeiten, das ist das Wichtige. Wir sagen, gerade Kunst ist ja in der Lage, diese Fragen zu stellen. Und zwar vor allen Dingen, weil sie den Begriff zum Prozess erweitert hat. Weil sie nicht nur nach dem Ergebnis neuerdings fragt, sondern weil sie weiter zurückfragt nach dem Prozess. Sie kommt zwangsläufig eben an den Ursprung zurück. Sie muss fragen, wo beginnt dieser Prozess? Und sie kommt da an einen Punkt, wo das Denken entsteht. Oder wenn es höher geartet ist, also mehr der Kunst gemäß ist, wo die Intuition oder die Imagination entsteht. Und es ist zu fragen, an welchem Punkt entsteht die Imagination und wodurch entsteht sie? Ist es etwas, was aus der Abhängigkeit sozusagen reflektorisch durch die Außenwelt, also durch die Umwelt, durch die Dingwelt gekommen ist? Oder ist es etwas, was ich aus einem Überraum, vielleicht im übersetzten Sinne jetzt gesagt, vielleicht aus einem wirklichen geistigen Raum schöpfe? Das ist doch die wirklich brennende Frage. Bin ich also ein Gefangener in diesen Erdenverhältnissen oder bin ich größer als diese physischen Erdenverhältnisse? Die Kunst fragt also weiter zurück nach dem Prozess. Sie stellt heute die erkenntnistheoretischen Fragen, die die Wissenschaft nicht stellt. Das will ich doch festhalten. Und sie kommt zu dem Ergebnis, dass sie schon den Gedanken in der Entstehung als einen plastischen Prozess darstellen muss. Dass sie selbstverständlich da, wo der Gedanke überschlägt auf die Sprache, Sprache als Kunst sehen muss. Denn es wäre wirklich wünschenswert, dass die Menschen Sprache als Kunst lernen würden. Dass also Sprache langsam Kunst würde. Das wäre wichtig. Also Sprache ist sicher Kunst oder kann Kunst werden. Sicher kann aber auch das, wenn Sprache sich niederschlägt in Schrift. Also wenn es durch die Hand und durch das Nervensystem überträgt auf die Hand und also Schrift wird, kann es Kunst sein, Dichtung. Wenn es sich in Bewegung weiter fortsetzt in die Leibesorgane, kann es Tanz und Bewegung werden. Wenn es sich weiter und energischer fortsetzt und den Stoff ergreift, der da auf der Erde liegt, kann es eine Plastik werden. Also es ist außerordentlich wichtig, dass gerade aus der Kunst heraus nach dem Prozess im Menschen gefragt wird. Menschenkunde also in diesem Sinne betrieben wird. Um etwas wirklich aussagen zu können über den Menschen. Erst dann kann man wissen, wie soll man einen Menschen erziehen. Soll man einen Menschen nach den politischen, sagen wir mal, praktischen Notwendigkeiten erziehen, die die Politiker festlegen? Ja? So wird es doch heute wohl gemacht, im Großen und Ganzen. Warum haben wir kein freies Schulwesen? Die Politiker glauben heute festlegen zu können, was der Mensch braucht, um erzogen zu werden.